Merci pour la présentation. À la fin de l'été dernier, mes vacances dans ma famille en Belgique se terminaient et j'étais en route pour la gare pour reprendre le train pour retourner à Lyon. Et comme j'en ai la fâcheuse habitude, j'étais un peu à la bourre. Du coup, tout en traînant ma valise derrière moi et avec mon sac sur le dos en courant, je me tourne vers mon frère qui m'accompagnait et je lui fais Célestin, quelle heure il est? Et là-dessus, il regarde sa montre qui affiche très exactement 16 heures, 59 minutes et 32 secondes. Et il me répond, il est 17 heures. Alors, ce que mon frère vient de faire, ça s'appelle une approximation. C'est-à-dire qu'il a remplacé l'heure exacte, qui, vous l'avez entendu, est un peu pénible à dire à voix haute, et peut-être pas forcément très parlante, par une heure approchée, plus rapide à dire, et peut-être plus facile à se représenter à l'esprit. Alors, des approximations, vous en faites dans la vie de tous les jours, sans même y penser. Si vous allez acheter le DVD de votre film préféré, oui, je fais partie des gens qui achètent encore des DVD, vous dites qu'il coûte 15 euros, vous dites jamais qu'il coûte 14,99 euros. Je vous ai dit que j'étais belge au début. Pareil, si vous pesez de la farine pour faire de la pâtisserie, ou si vous coupez une planche de bois quand vous bricolez chez vous, vous mesurez jamais au centième de gramme près ou au dixième de millimètre près. Au mieux, si vous êtes un peu soigneux, vous allez arrondir à l'unité la plus proche, au millimètre ou au gramme près. Et de même, si vous êtes étudiant en sciences, qui est, je pense, le cas de la majorité d'entre vous, vous pouvez lever la main si vous êtes étudiant en sciences. Ça va. Vous en faites certainement aussi dans vos études. Si vous êtes du côté expérimental, probablement à chaque fois que vous faites une manipulation, vos mesures sont entachées d'erreurs d'approximation. Et même si vous êtes du côté théorique, si vous avez par exemple une équation qui modélise un phénomène physique, biologique, chimique ou que sais-je, et qu'elle est trop compliquée pour être résolue explicitement, ce que vous faites en général, je suppose, c'est remplacer l'équation exacte par une équation approchée qui est plus simple à résoudre et dont la solution explicite va vous donner une approximation du phénomène que vous observez. Par exemple, on a déjà dû vous dire que sinus x est à peu près égal à x quand x est petit. Ça sert par exemple à résoudre l'équation du pendule. Si vous faites osciller un pendule pour des petites oscillations, ça vous donne à peu près le mouvement du pendule. Sans compter toutes les fois où vous utilisez un ordinateur pour résoudre les problèmes à votre place et où vous avez forcément une solution numérique approximative. Eh bien moi, dans ma thèse, j'étudie également des problèmes d'approximation, sauf que ce que j'approxime ne sont pas des nombres, comme je l'ai dit précédemment. Il ne faudrait pas que faire une thèse en maths soit trop facile, n'est-ce pas? Ce que j'approxime, ce sont des fonctions. Alors de nouveau, si vous êtes étudiant en sciences, vous êtes probablement relativement familier avec ce concept. Alors si vous ne l'êtes pas, ne partez pas trop vite, je vous fais un petit rappel simplifié. Une fonction, c'est simplement une règle qui, à tout objet d'un ensemble de départ fixé, va associer un objet d'un ensemble d'arrivée fixé lui aussi. Et de nouveau, des fonctions, même si vous n'êtes pas étudiant en sciences ou chercheur en mathématiques, vous en manipulez dans la vie de tous les jours sans même vous en rendre compte. Par exemple, si votre journal d'économie vous dit que le week-end dernier, le cours de la bourse a chuté, en fait, ce qu'il vous donne, c'est la valeur d'une fonction. C'est la valeur d'une fonction qui, au nombre qui vous donne le temps, associe un autre nombre qui est le cours de la bourse à ce temps. Donc c'est une fonction qui a un nombre associé à un autre nombre. Pareil, si à la fin des fêtes, vous avez l'impression que vous avez un peu pris de poids et que vous décidez de monter sur la balance pour calculer votre IMC, pour vous rassurer et vous dire que non, c'est juste une impression, vous n'avez pas pris de poids, vous vous apprêtez à calculer une fonction de deux variables. La fonction qui, à votre taille et à votre poids, va associer le nombre qu'on appelle l'IMC. Alors moi, les fonctions que j'étudie dans ma thèse ne sont pas des fonctions à valeur réelle, c'est-à-dire dont les valeurs sont des nombres, comme le cours de la bourse ou l'IMC. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas que ce soit trop facile? Ce sont des fonctions à valeur variété. Alors, trêve de jargon mathématique, je vais prendre un exemple imagé. Regardez votre téléphone. Alors, profitez-en, c'est assez rare, je pense, que la personne qui est en train de parler vous invite à regarder votre téléphone pendant qu'elle parle. Alors, ce qui permet à votre téléphone d'afficher l'image qui se présente à l'écran, pour vous permettre de visionner les derniers messages WhatsApp de vos amis ou de scroller sur TikTok selon l'utilisation que vous avez de votre téléphone, c'est très probablement une fine couche de cristaux liquides qui a été placée en dessous de l'écran. C'est pareil si vous avez une TV chez vous, vous avez probablement aussi ce qu'on appelle un écran LCD pour Liquid Crystal Display, donc un écran à cristaux liquides. Alors, j'espère que ça fonctionne parce que j'en ai quand même un peu besoin. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. Magnifique. Donc des cristaux liquides, vous pouvez y penser comme ça. Donc, vous pouvez y penser comme plein de petits bâtonnets. Et ce qui est important, c'est l'orientation des cristaux. C'est ça qui va déterminer l'image qui va s'afficher sur votre écran. Alors de façon assez simplifiée, ce qu'on fait pour afficher une image sur l'écran de votre téléphone, c'est ce qui est représenté ici. Donc vous envoyez de la lumière par-dessous l'écran, elle passe à travers un filtre polarisateur, et ensuite elle passe à travers une couche de cristaux liquides qui vont éventuellement changer
la polarisation de la lumière, et puis elle repasse à travers un autre filtre. Et donc selon la façon dont vous changez la polarisation en passant à travers la couche, la lumière va être filtrée ou non par le filtre qui est à la sortie. Et donc vous allez filtrer certaines couleurs, et c'est comme ça que vous obtenez une belle image colorée sur la partie visible de votre écran. Donc vous l'avez compris, pour pouvoir profiter au mieux de la résolution de l'écran de votre téléphone, c'est important de pouvoir modéliser l'orientation des cristaux liquides dans la couche qui est sous votre écran. Et donc pour faire cela, on utilise des fonctions qui, à tout point de la couche de cristaux liquides, vont associer un point de la sphère qui représente l'orientation du cristal en ce point. Alors pourquoi la sphère? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Imaginez que vous êtes dans une grande sphère. Pour parler de façon imagée, imaginez que vous avez pris une orange géante, vous l'avez épluchée, vous avez mangé le contenu, parce qu'on ne gaspille pas ici, et puis vous avez reformé la pelure autour de vous. Donc vous vous tenez dans une pelure d'orange géante, donc une sphère géante. Pour chaque direction dans l'espace en 3 dimensions, vous pouvez regarder dans cette direction, et vous allez voir un et un seul point de votre pelure. Inversement, pour chaque point sur votre pelure, vous pouvez regarder ce point, et ça va déterminer de façon unique une direction, la direction de votre regard. Alors, je ne sais pas dessiner en 3D, enfin, je pourrais, mais ce ne serait pas lisible, donc j'ai fait la même chose en 2D avec le cercle. Donc vous voyez bien que le cercle encode toutes les directions du plan, simplement à chaque point du cercle, vous associez de façon univoque la direction qui est obtenue en partant du centre et en allant vers ce point. Et c'est plus simple de représenter les directions de l'espace à 3 dimensions avec une sphère qu'en disant c'est les directions de l'espace à 3 dimensions. Et donc les cristaux qui sont sous votre écran de téléphone, on les représente par des fonctions qui vont de la couche de cristaux vers la sphère. Et moi, ce que j'étudie, ce sont les propriétés des espaces de fonctions. Donc, je prends toutes les fonctions qui vont d'un domaine de départ fixé, par exemple la couche de cristaux liquides sous l'écran de votre téléphone, vers un ensemble d'arrivées fixées de nature géométrique. Donc, ça peut être la sphère, comme je l'ai dit, ça peut être le cercle de Lucas, ou ça peut être un tore, qui est simplement la forme du donut que vous trempez dans votre café le matin, ou n'importe quelle autre surface de nature géométrique, que moi j'appelle variété. C'est de là que ça vient, le variété. Donc je prends toutes ces fonctions qui vont d'un ensemble de départ fixé vers un ensemble d'arrivées fixé, je les mets dans un grand sac et j'appelle ça un espace de fonctions. Et j'étudie les propriétés de ce sac de fonctions. Un problème qui m'intéresse beaucoup, c'est le problème de l'approximation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, dans mon sac, j'ai mis toutes les fonctions qui vont de mon ensemble de départ vers mon ensemble d'arrivée. Enfin, pas vraiment toutes, j'ai une condition qui me dit, pour parler de façon très très simplifiée, que les fonctions n'ont pas une énergie infinie, mais ça fait quand même pas mal de monde dans le sac. En particulier, il y a des fonctions qui sont tellement sauvages que je ne pourrais jamais dessiner leur graphique pour le mettre sur une diapositive et que c'est très compliqué de faire des calculs avec, ce qui est un peu embêtant quand on est en test de maths. Du coup, ce que je cherche à savoir, c'est s'il y a certaines fonctions dans mon sac plus simples à visualiser et à manipuler que les autres, qui me permettent d'approcher correctement toutes les fonctions qu'il y a dans le sac. Pour revenir à l'analogie du début, si mon sac, c'est toutes les heures de la journée, avec les minutes, les secondes, les dixièmes, centièmes, millièmes, etc. de secondes, ce que je cherche, d'une certaine façon, c'est l'équivalent des heures pile, des heures 5, des heures 10, etc. Dans mon sac. Alors peut-être qu'après toute cette histoire, pour terminer, vous vous dites peut-être que ce qui vous intéresse, ce n'est pas tellement la thèse d'Antoine de Taille, c'est plutôt de savoir à quoi ça ressemble en général de faire une thèse ou de faire de la recherche en maths. Autrement dit, en fait, qu'est-ce qu'il fait le prof de TD quand il n'est pas occupé à nous donner cours? Peut-être même que vous vous posez cette question pour ceux d'entre vous qui sont étudiants parce que vous vous demandez si ça pourrait vous plaire à l'issue de vos études. Donc je vais essayer en quelques mots de vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, en tout cas en parlant de ma propre expérience de faire de la recherche en maths. Alors peut-être que je peux commencer par vous poser la question, je ne sais pas, il me reste encore du temps. À votre avis, je fais quoi de ma journée? Bon, les collègues qui me font le plaisir de venir m'écouter, ne divulguez pas la réponse s'il vous plaît. Donc je m'adresse aux étudiants. Effectivement, c'est une de mes activités principales. Lire des articles de recherche. Oui, exactement. C'est aussi un aspect fondamental du travail. D'autres idées? Je peux faire un petit récapitulatif. Vous avez déjà deux des activités qui, je dirais, me prennent le plus de temps. Donc, alors,
effectivement, alors, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, mais contrairement à une thèse en sciences expérimentales, par exemple, on peut pas faire des manips, on ne peut pas mélanger des équations dans un tube à essai et voir ce qui va en sortir, ni faire jouer avec des gros lasers. Le seul laser avec lequel je peux jouer, c'est celui de la télécommande à défiler les slides. Et contrairement à des gens qui font une thèse en sociologie, par exemple, je ne peux pas aller interroger des gens, faire des sondages, ce genre de choses. En fait, effectivement, ça n'est pas très loin de ce que vous vous imaginez. On passe beaucoup de temps à réfléchir sur les problèmes qui constituent notre sujet de recherche. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, non, on ne passe pas nécessairement notre temps à faire des calculs super compliqués et encore moins sur ordinateur. C'est plutôt vraiment réfléchir à des problèmes abstraits. Alors, en général, d'une certaine façon, ça vient d'un problème concret qui est issu de la physique, de la chimie, de la biologie, ou même de problèmes déjà de nature mathématique, mais un peu palpables, comme des problèmes sur les nombres entiers ou sur la géométrie que vous pouvez dessiner sur votre feuille de papier. Et puis, on développe des concepts abstraits pour tenter d'y répondre. On commence par enlever tout le côté concret du problème et le formuler de façon abstraite, pas pour le rendre plus difficile pour que les gens ne comprennent pas, c'est pas le but, mais c'est plutôt pour juste garder ce qui fait l'essence du problème et pouvoir définir précisément ce qu'on entend par une réponse au problème. Et puis pour résoudre ce problème, on va apporter des outils abstraits et qui, à leur tour, une fois qu'on les aura un peu manipulés, vont susciter des nouvelles questions qui apparaissent comme naturelles une fois qu'on est un peu habitué à ces outils. Donc ces nouveaux outils abstraits, qui n'ont cette fois-ci plus rien à voir avec des choses concrètes, vont devenir à leur tour un sujet d'étude et vont provoquer l'introduction de nouveaux outils. Et c'est comme ça que la recherche avance. Chaque réponse à une question, on l'espère, soulève de nouvelles questions à résoudre. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on passe aussi beaucoup de temps à lire des articles. Alors pareil, contrairement à ce que certains pourraient penser, non, je n'ai pas Pythagore comme livre de chevet. Ce qu'on lit plutôt, c'est des articles qui ont été écrits souvent ce siècle-ci ou le siècle dernier, souvent par des chercheurs qui sont encore actifs et qu'on peut aller rencontrer en vrai pour discuter de leurs travaux. D'ailleurs, à ce propos, les interactions avec les autres chercheurs sont aussi un aspect fondamental du travail. Déjà avec le directeur de thèse, un doctorant, ça a souvent rendez-vous avec son directeur de thèse pour lui présenter son travail, avoir son avis sur le sujet, poser des questions quand on est bloqué ou quand il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais aussi avec les autres chercheurs, on passe beaucoup de temps à discuter entre doctorants ou avec des chercheurs plus seniors pour échanger sur les problèmes sur lesquels les autres travaillent et ce sur quoi nous on travaille, avoir des nouvelles idées de techniques à appliquer pour nos problèmes ou de nouveaux problèmes à étudier. Donc c'est très enrichissant. C'est notamment à cette occasion-là qu'on se voit poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Le fameux « Ah, tu as démontré ce résultat, mais si on change un petit peu les hypothèses, on a un nouvel énoncé, est-ce que tu arrives à le démontrer ou à dire qu'il est faux ?» Parfois on n'y a pas pensé et ça ouvre de nouvelles pistes de recherche. Une fois qu'on a trouvé un problème intéressant, qu'on a réfléchi dessus, qu'on a lu ce qui avait déjà été fait sur le sujet, qu'on a apporté des idées et des idées de solutions, mais il y a la phase de rédaction. Il faut rédiger nos contributions en vue de les publier pour les partager au reste de la communauté en fait. Et c'est une étape à ne pas négliger parce que quitte à écrire pour être lu, parce qu'au départ on écrit pour être lu, autant essayer d'écrire de façon aussi claire et pédagogique que possible pour que ce soit aussi compréhensible que possible pour ceux qui vont nous lire. Tout comme nous-mêmes, on aimerait bien que les travaux qu'on doit lire pour notre thèse, ils soient écrits de façon aussi claire et pédagogique que possible pour qu'on puisse les comprendre aussi facilement que possible. Et enfin, le dernier aspect, c'est la transmission. Donc déjà, comme je l'ai dit, l'enseignement, c'est nous qui vous traumatisons à coup d'exo de maths en TD. Et puis il y a aussi le fait de partir, de voyager, d'aller en conférence pour partager nos travaux avec les autres chercheurs et regarder ce que les autres font. Et enfin, pour ceux que ce genre de mission motive, ce qui est mon cas, il y a la mission de vulgarisation, donc essayer de transmettre la culture mathématique à un public plus large par des exposés accessibles au plus grand public. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu présenter à ce Barcamp, donc j'espère que pour cet aspect-là, au moins, ma mission est réussie du mieux que je pouvais. Et je pense que c'est un bon moment pour m'arrêter, donc je vous remercie pour votre attention. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions sur ses travaux, sur sa thèse, sur sa vie de doctorant qu'il vous a présenté? C'est juste une question un peu vague, parce que tu as parlé des différences entre les maths et les sciences expérimentales, typiquement. Oui. Est-ce que néanmoins, tu es amené, par exemple, à devoir pas mélanger des équations dans un tube à essai, mais comprendre, par exemple, des exemples concrets, plus faciles, sur lesquels tu expérimentes? Oui, ça, c'est vrai que de cette façon-là, on peut dire que
Il y a quand même un aspect expérimental dans les mathématiques qui est que parfois, comme tu dis, on va prendre un exemple concret. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on se pose une question, on ne sait pas si ça doit être vrai ou si ça doit être faux, on prend un exemple simple sur lequel on peut faire des calculs et on va essayer de voir ce qui se passe sur l'exemple simple et puis après essayer de généraliser. Donc c'est vrai qu'en ce sens-là, on peut dire que c'est un aspect un peu expérimental des mathématiques, mais d'un autre côté, c'est de nature assez différente des sciences qu'on appelle expérimentales. Tu as parlé de ton expérience de thèse, ce que tu fais. Est-ce que tu es content de faire une thèse? Oui. Oui, c'est tout. Moi, mon sujet me plaît beaucoup, notamment comme ce qui a été expliqué, parce que c'est assez multidisciplinaire. Moi, j'aime assez bien cet aspect-là. Il y a l'analyse qui est mon domaine principal, mais il y a aussi d'autres domaines et ça ajoute, c'est un peu challengeant, mais ça ajoute une richesse au sujet, je trouve, et ça fait des questions assez jolies. Et puis j'aime beaucoup l'ambiance ici aussi. Je trouve que on a un labo qui est super chouette. Moi, je me plais bien ici. J'aime bien discuter avec les gens. Oui. Oui. Non, j'aime beaucoup. La troisième année, un peu moins. Hein? Je cherchais un emploi après. Mais sinon, la première et la deuxième, c'était très bien. Oui, c'est rigolo, t'es complètement indépendant, c'est bien. Le genre de question, c'est l'idée de faire des études de mathématiques, de faire une thèse, elle a germé à quel moment? Dans un contexte particulier, ou alors c'était quelque chose qui était toujours un peu sous-entendu? Voilà. Alors je pose la question 2 en fait. Je peux répondre. C'est pas très clair dans ma tête à quel moment ça a commencé. Alors je peux vous raconter mon expérience personnelle rapidement parce que je veux pas prendre sur toute votre pause de midi, mais moi j'ai toujours été cet enfant un peu curieux qui pose des questions, qui dit mais en fait pourquoi ça? Et je pense que d'une certaine façon ça me prédestinait peut-être à faire ça. Je me suis inscrit à l'université en études de physique. En fait, je n'ai pas commencé en maths, j'ai commencé en physique. Donc, j'ai fait une première année de physique. Et à Louvain-la-Neuve, là où j'ai fait mes études, la physique et les maths ont une première année presque commune. Donc sur 60 crédits, on doit avoir 50 crédits de cours en commun. Et donc je voulais faire de la recherche en physique. Et au cours de la première année, je me suis rendu compte que les cours de maths me plaisaient nettement plus que les cours de physique. Et donc j'ai profité du fait que la première année est commune, ça permet de se réorienter sans devoir recommencer l'année depuis le début. En fait, on peut juste passer en deuxième et rattraper les quelques cours qu'on n'a pas eus. Et du coup, j'ai continué en maths et j'ai pas regretté mon choix une seule seconde. Et je pense qu'une fois que je me suis réorienté, c'était assez clair que je voulais continuer par de la recherche.